on peut poser les questions après. Je prends un plus grand écran. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc, numéro 51 de la cosmologie, d'un disciple de Cardinal Mercier, c'est Dr. Ness. Il va parler du composé substantiel. Donc, c'est une substance composée. Alors, on va reprendre l'union de la matière et de la forme, parce qu'on a déjà vu que les choses visibles ont de la matière, mais forcément aussi une forme. Que la matière n'existe pas sans forme, et la forme ne peut pas non plus exister dans la réalité sans matière, si elle est sensible. Il y a des exceptions, des formes qui sont spirituelles peuvent exister sans matière, comme l'âme et les anges et Dieu. Mais on parle des choses sensibles. Pour les choses sensibles, par exemple, une tasse de thé, une maison, un arbre, un oiseau, du vent, une pierre, tout ce qui est sensible à matière, c'est quelque part une matière et une forme. Donc intrinsèquement, donc à l'intérieur de la chose, donc touchant son essence, intrinsèquement, ça veut dire donc touchant l'essence, intrinsèquement dépendant l'un de l'autre, donc la matière et la forme, je viens de le dire, la matière ne peut pas exister sans forme, la forme ne peut pas sans matière. Les deux principes essentiels de l'être, faut spécifier sensible, n'existent qu'en vue de leur union. En vue de leur union. Ils n'existent qu'ensemble. Si la forme n'a pas de matière, elle est uniquement de notre tête. C'est un être de raison, mais ça n'existe pas en réalité. La première exigence de la matière est de recevoir cette empreinte profonde, spécifique qu'est la forme. Sinon, elle n'existe pas. On ne peut pas subsister sans forme. Donc la matière première, c'est un concept qui n'existe en tant que tel. On a vu ça la dernière fois. Donc la première exigence est de recevoir la forme pour être élevé au rang d'espèce corporelle. Du fait qu'elle reçoit une forme, elle est aussi spécifiée. Donc la forme d'une maison, c'est une autre forme que la forme d'un arbre. Donc la forme spécifie ce que la matière est. La forme de son côté est essentiellement, donc ça veut dire que ça appartient à son être, donc elle ne peut pas être sans cela, essentiellement destinée à perfectionner son sujet potentiel, c'est la matière première. Elle est l'acte de la matière. L'acte au sens philosophique, ça ne veut pas seulement dire agir, mais aussi être. Donc au sens philosophique d'Aristote, parce qu'il y a une terminologie spécifique pour toute science. Donc la science d'Aristote, saint Thomas, a une terminologie, et acte, ça veut dire, premièrement, l'acte d'exister, donc d'être, et en deuxième lieu seulement, l'acte de l'agir. De l'agir. Donc ici, on parle de l'acte de l'être et les actes de la matière. Je dirais fait exister la matière. Rien d'étonnant que d'une telle union essentielle, intime, intrinsèque, résulte une seule essence complète. Donc c'est quand même une essence complète, quoique composée. Donc c'est une pierre. On ne dit pas quand on voit une pierre, des pierres. C'est une pierre. On voit une maison, on voit un arbre. Donc mais il est composé. Et donc c'est une seule essence complète. Un seul principe foncier d'action, parce que il y a une terminologie spécifique pour toute science. Donc au sens philosophique d'Aristote, saint Thomas a une terminologie, et acte, ça veut dire, premièrement, l'acte d'exister, donc d'être, et en deuxième lieu seulement, l'acte de l'agir. Donc
la manière d'être détermine aussi la manière de fonctionner. Une maison agit autrement qu'un arbre. Un arbre, c'est vivant, une maison pas. Une maison est faite pour protéger contre les éléments et donner une intimité de vie pour l'humain. Et l'arbre, euh, il, il est fait pour autre chose, par exemple pour donner des fruits et de l'ombre, etc. Et purifier l'air. Donc son agir dépend de son être. Agere sequitur esse, dit la scolastique. C'est un adage. L'agir suit l'être. Donc on agit comme on est. Et l'agir montre ce qu'on est. Quand un être agit comme un chat, alors on peut conclure que c'est un chat. Malgré cette interdépendance mutuelle et essentielle de la forme et de la matière, donc la matière et la forme unies dans le composé demeurent cependant des réalités distinctes. Donc, quoique c'est un composé, on ne sépare pas les éléments, sinon la chose n'existe plus, mais on les distingue. Par exemple, dans la maison, on va distinguer la fenêtre, la porte, ce sont des formes différentes, déjà, subjacentes à la forme de maison. On va distinguer la porte, la fenêtre, mais on va quand même vous dire que c'est une maison. Pardon. Une maison, une seule, quoique composée, et on distingue les parties. On ne conçoit pas, en effet, que deux réalités au caractère diamétralement opposé se convertissent en une troisième sans qu'aucune d'elles subisse la moindre métamorphose. D'une certaine façon, effectivement, matière et forme sont diamétralement opposées, parce que la forme détermine essentiellement et spécifie et détermine. Et la matière est essentiellement amorphe, donc sans forme, indéterminée. Or, ni la matière ni la forme ne perdent leur entité respective dans leur mutuelle communication ou union. Communication qui est communication tellement intime que ça fait une unité, une chose, une seule chose. Ils ne perdent pas leur entité respective. La preuve, c'est que on peut les séparer de nouveau. On détruit la forme, mais alors on sépare les éléments. On peut détruire une forme, par exemple, on peut détruire une maison et ça devient pierre, morceau de bois, etc. Nier ce fait revient à substituer à la causalité matérielle et formelle des principes constitutifs une causalité efficiente qui en fausserait complètement la notion. Donc ça ne correspond pas avec la réalité. Et on va inventer autre chose qui est à côté de la réalité. Et donc ça ne correspond pas avec ce qui est. Forcément, on va essayer de donner une autre explication. Comme il y a tant d'explications erronées avant et après qu'Aristote a donné sa doctrine de eulémorphisme. Eulémorphisme. C'est la forme, morphe, c'est la matière. Eulémorphisme. Enfin, comme ni la matière ni la forme communiquent l'existence au composé substantiel, il faut de toute nécessité que cette actualité ultime soit une ajoute réelle, distincte du sujet qui la reçoit. L'essence concrète, donc cette pierre-ci, cette maison-là, cet arbre-là, ce chat, est donc une puissance réceptive à l'égard d'une perception supérieure d'existence.
C'est cet acte dernier qui achève l'unification du composé et en fait un être proprement dit. Donc le concept, la compréhension des choses sensibles, d'être des composés de matière et d'acte, si on réfléchit très bien, va amener à la compréhension, l'intuition d'autres choses qui va faire en sorte que la forme va être unie avec la matière et la matière avec la forme. Donc ça appelle à une autre cause, la cause efficiente. La cause efficiente. Qu'est-ce qui a fait que ça devienne une pierre? Qu'est-ce qui a fait que ça devienne une maison? Eh bien, la pierre vient de Dieu et la maison de l'homme, etc. Donc, on va chercher des causes efficientes qui vont expliquer comment ça se fait que cette matière a reçu cette forme et cette forme a trouvé cette matière. Alors, on va passer à l'article suivant, après le composé substantiel. Si vous avez des questions, notez-les s'il vous plaît, je vais m'arrêter bientôt et alors vous pouvez poser les questions. Si des questions. Les propriétés. Premier point, paragraphe, relation des propriétés avec la substance. Donc il y a une connexion naturelle entre les propriétés et la substance. On distingue deux sortes d'accidents. Vous savez, un accident, c'est quelque chose qui existe, mais pas en soi, mais qui existe dans un autre. Par exemple, la couleur blanche n'existe pas en soi. Elle existe dans d'autres choses. C'est un mur qui est blanc, c'est une porte qui est blanche, c'est un homme qui est blanc, etc. C'est toujours quelque chose de quelqu'un qui est blanc, mais la blancheur n'existe pas en tant que telle. La blancheur, c'est un concept général, mais qui n'existe pas en tant que tel. C'est un accident de couleur. Donc accident, c'est une expression encore philosophique. C'est pas l'accident dans l'acceptation, la signification quotidienne. Donc on distingue deux sortes d'accidents. Les accidents contingents et les accidents nécessaires aux propriétés. Contingent, c'est voilà, ça peut être autrement. Et nécessaire, ça veut dire que ça ne peut pas être autrement pour cette chose-là. Quand on jette un regard sur le monde matériel, c'est la cosmologie qui s'occupe du monde matériel, sensible, on remarque de suite, ça veut dire qu'il est perceptible par les sens, on remarque de suite que certains accidents sont unis au corps par un lien contingent seulement. Par exemple, que ce mur est blanc, c'est contingent. Si je fais un effort, je peux changer la couleur en quelques heures, ou quelques minutes, ça dépend. Je vais mettre une autre couleur dessus. Donc c'est une propriété contingente. Le corps peut les recevoir au cours de son existence et les perdre sans aucun préjudice de son intégrité essentielle. Donc ça reste un mur. Le mur, qu'il soit blanc, noir, brun, ou qu'il perde la couleur et que la pierre ou la brique apparaît, qui est par derrière, ça reste un mur. Ça reste un mur. Donc c'est pas parce que ce mur perd une couleur qu'il n'est plus un mur. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il va toujours avoir une couleur, mais s'il perd une couleur, voilà, il en prend une autre et ça reste un mur. Tels sont aussi, autre exemple, le mouvement local. Le mouvement local. Par exemple, un vélo, quand on le met ici, qui se trouve ici en ce moment, où je vais faire un petit tour et je vais le mettre contre un arbre ou contre une maison, qui se trouve ailleurs, c'est toujours un vélo. Et l'accident place, lieu, a changé. Donc tels sont donc des accidents contingents, le mouvement local, les impulsions mécaniques, la couleur.
On les appelle accidents contingents. Donc, impulsion mécanique, il se déplace, il y a une impulsion, oui ou non, ça reste la chose. D'autres accidents, au contraire, lui sont indévisiblement unis. Par exemple, la quantité, dans certains cas, en tout cas la quantité en général. Cette quantité-là, par exemple, une pierre peut avoir une quantité spéciale et on peut la diviser en deux, c'est toujours pierre. Donc ce serait deux pierres, mais l'essence pierre va rester. Mais quantité dans le sens qu'on ne peut pas enlever la quantité. Si on enlève la quantité, la chose n'existe plus. L'étendue, mais l'étendue, c'est la propriété de la quantité, de la quantité. La quantité dans le sens de grandeur, pas quantité dans le sens de nombre, parce qu'on parle d'une chose, d'une chose. Alors une chose, mais pas plusieurs choses, parce que la quantité peut désigner le nombre. Par exemple, il y a une personne ici, ou deux, ou trois, quatre. Il ne s'agit pas de ça. La quantité veut dire quelle grandeur ça, la chose a. Les puissances actives et passives. Par exemple, la propriété de la pierre de tomber, aussi longtemps qu'elle est tout près de la terre, elle tombe en bas vers la terre. C'est une puissance passive parce qu'elle subit cela, qui ne peut pas être ôtée, qu'elle ne peut pas perdre, sans perdre l'essence d'être pierre. Puissance active, par exemple le feu. Le feu va toujours avoir la propriété de chauffer. Si c'est pas possible que le feu ne chauffe plus, sinon il n'y a plus du feu. Donc les puissances actives et passives, voilà, donc il est dit, notamment les forces calorifiques, voilà, électriques, magnétiques, magnétiques, comme la Terre a du magnétisme dans le pôle Nord, l'affinité chimique. Il y a des propriétés chimiques dans les éléments qui appartiennent à leur essence. Cette chose-là va toujours agir de telle façon. Ces forces subissent certaines modifications. Par exemple, le feu va chauffer plus ou moins, mais il va toujours chauffer. Donc la nature du corps fixe les limites au-delà desquelles les altérations entraînent après elles un changement d'espèce. Donc ça appartient à la nature de ce corps qui va déterminer à quel moment la chose va changer. Si on change quelque chose dans l'objet, si on va changer des choses qui touchent l'essence, on va changer la nature du corps, de ce corps, de cet objet sans sensible matériel. Corps, ça veut dire en philosophie aristotelienne une substance sensible, matérielle. De plus, l'expérience le prouve, donc ça s'appelle une induction, si on va savoir par expérience, induction. De plus, l'expérience le prouve, ce faisceau de propriétés, donc cette liste, cette, cette quantité de propriétés, ce faisceau de propriétés présente dans chaque corps des caractères distinctifs qui constituent la base des classifications scientifiques. Donc on va classifier les minéraux, les pierres, pierres précieuses, semi-précieuses, etc. On va classifier les planètes, on va distinguer entre une étoile et une simple planète qui chauffe ou qui ne chauffe pas. Donc le Soleil est
est un astre qui chauffe, la Terre pas, la Terre brûle à l'intérieur mais pas à l'extérieur, donc on va classifier à partir des propriétés. Quelle est la cause de ce lien indissoluble qui unit chaque espèce minérale à son groupe de propriétés essentielles? On va parler alors de propriétés essentielles. Une propriété qui est un accident nécessaire, voilà. Ou propriété tout simplement. Une propriété, c'est donc un accident euh, nécessaire, ça veut dire si on l'enlève, on change la chose, la nature de la chose. Si on arrive à l'enlever. Alors, quelle est la raison de cette connexion naturelle entre propriété et substance? Saint Thomas paraît l'avoir indiqué dans un texte laconique, mais suffisamment expressif. Donc alors, il y a tout un texte en latin que je vais vous épargner. Et je prends la traduction française. La substance, dit-il, est cause finale des propriétés. Alors, il faut comprendre ce que c'est une cause finale. C'est le but de la chose, c'est le pourquoi elle existe, c'est à quoi elle tend. Eh bien, les propriétés euh, ont comme but la substance. Donc la substance est la cause finale des propriétés. Les propriétés font en sorte finalement que la substance est. C'est ce que ça veut dire. C'est leur but de faire être, de faire exister la substance. Celles-ci, donc les propriétés, sont donc des instruments ou des moyens naturels dont la substance se sert pour atteindre ses fins. On peut aussi le tourner de cette façon-là. Donc la substance va utiliser les propriétés comme instrument pour atteindre ses fins. Donc ça marche dans les deux sens. La substance est cause finale des propriétés et la substance va utiliser les propriétés pour atteindre sa fin, ou ses fins en pluriel. Il peut y avoir plusieurs fins. Par exemple, l'arbre, il est fait pas seulement pour améliorer l'air, il purifie l'air, mais aussi pour produire des fruits et servir comme habitation pour les oiseaux, etc. Et donc pour l'homme et pour donner l'occasion à l'homme pour construire des choses en bois. Donc l'arbre a plusieurs fins d'existence, donc raison d'être. Donc les propriétés n'existent que pour la substance. La substance est leur cause finale. Donc la substance va s'en servir et les propriétés servent la substance. La substance, on a vu, est cause matérielle. La substance est composée de matière et de forme. Donc, elle est cause matérielle, en ce sens qu'elle soutient les propriétés et les reçoit dans son sein à l'instant de leur naissance. Donc elle est cause matérielle de son être, mais aussi de ses propriétés. Ah oui, parce que les propriétés ne peuvent pas exister sans la chose. Les propriétés de pierre ne peuvent pas exister sans la pierre. C'est évident comme tout. Et par quoi la pierre existe? Par sa matière. Donc, la substance est donc cause matérielle des propriétés. Peut-on dire quelle en est la cause efficiente? Non, car dans aucun être créé,
ici on passe un petit peu à la théologie. Ici, naissent, on voit qu'il est chrétien parce qu'il parle de la création. On ne peut pas prouver oui, quand même. Si on passe par l'épreuve d'existence de Dieu, on peut prouver la création. Il faut passer par la théodicée. Et on commence par la cosmologie. Donc là, il utilise déjà une conclusion d'une science qui va venir plus tard. Donc, ou bien il parle comme théologien, ou bien comme quelqu'un qui a déjà prouvé de l'épreuve de la théodicée, de la théologie naturelle. Donc, on peut naturellement, avec notre intelligence naturelle, on peut savoir plusieurs choses de Dieu, qu'il existe et qu'il a certaines propriétés. Donc, alors, je reprends la phrase. Donc, la substance n'est pas cause efficiente de ses propriétés, car dans aucun être créé, l'action n'est substantielle. Toute créature agit par ses puissances secondaires qui canalisent et spécifient son activité. C'est très bien vu par saint Thomas. Cause efficiente, c'est faire quelque chose, c'est faire efficier, faire en sorte que quelque chose arrive. Par exemple, dans ce contexte, on parle de cause efficiente, ça veut dire qu'est-ce qui a fait cette pierre, par exemple, cette chose, et qu'elle a ses propriétés spécifiques. Eh bien, c'est faire quelque chose. Et l'agir se fait justement par les propriétés, par les puissances secondaires, pas par l'être. Il y a la différence entre l'acte premier, on a vu, et l'acte deuxième. L'acte premier, c'est exister. Et l'acte deuxième, c'est agir, dans la théologie, pardon, la philosophie aristotélicienne. Donc l'agir, autre chose que l'être. On parle ici de l'être parce qu'on parle de substance et pas de l'agir. Et être cause efficiente, c'est agir. Donc il dit non, la substance n'est pas cause efficiente parce qu'elle n'agit pas par elle-même, elle agit par ses puissances. Il faut distinguer dans la chose sa substance et ses puissances secondaires, qui canalisent et spécifient son activité. En quel sens, par exemple, un arbre a la capacité de croître, la pierre, la montagne a la capacité de résister, par exemple, à quelque chose qui se heurte contre le rocher va résister fortement, dur comme une pierre, on dit. Donc la propriété de la pierre, c'est être dur. Et, et cette dureté, c'est quelque chose c'est une réalité qui va avoir une influence dans son comportement, voilà. Dans l'agir. Si on peut parler d'agir d'une montagne, ça veut dire comment elle se comporte. Pour les choses qui sont pas vivantes, l'activité est plutôt limitée, hein. Mais quand même, je viens de parler du feu, par exemple. Le feu, c'est une matière morte, mais elle a quand même une activité assez remarquable. Donc les choses mortes, donc les, les êtres, les minéraux ont une activité mais restreinte. Et de plus que la vie va développer, les plantes, les animaux, les hommes, les anges, Dieu, de plus que l'activité aussi va augmenter. L'activité augmente avec l'être. La perfection de l'agir va ensemble avec la perfection de l'être. Agere sequitur. L'agir suit l'être. Une plante agit déjà beaucoup plus un comportement beaucoup plus prononcé que la matière morte, et les animaux encore plus, l'homme encore plus, et les anges encore plus, etc. Et dure infiniment. Donc, en quel sens la substance est-elle donc quoda modo activa? D'une certaine manière active. Quoda modo.
d'un certain mode, d'une certaine façon, active, active. En quel sens? Eh bien, lorsqu'un agent extrinsèque, par exemple, pour la montagne, il y a le vent, la pluie, le soleil. Lorsqu'un agent extrinsèque investit la matière d'une forme essentielle, par exemple, le bois, quand il rencontre le feu, ou plutôt le feu rencontre le feu va faire en sorte que le bois va brûler. Il va investir une autre forme essentielle parce que le bois va être transformé par le feu. Donc, lorsqu'un agent extrinsèque, par exemple le feu, investit la matière, ou même le soleil, hein, les intempéries, hein, après quelques siècles, la montagne a changé à cause de l'influence extrinsèque, justement, les intempéries, du temps, de la pluie, du soleil, du vent, etc. Et du froid et du chaud. Du froid et du chaud. Lorsqu'un agent extrinsèque investit la matière d'une forme essentielle et réalise ainsi une nouvelle essence, par exemple, le feu va changer le bois en cendre, c'est une autre essence, cendre, c'est autre chose que le bois. Une nouvelle essence, il la revêt du même coup et par la même action de tous ces accidents nécessaires. Voilà, c'est clair. Donc les cendres vont avoir, à partir de maintenant, qu'ils sont cendres, les propriétés de cendres. Ils vont agir comme des cendres. Ils vont perdre la propriété du bois. Ils vont plus agir comme du bois. Donc la causalité efficiente se termine alors à un double effet. L'un est principal, c'est la forme, donc il change la forme, il donne une autre forme. Par exemple, les intempéries donnent une autre forme à la montagne, elle va changer de forme. L'autre, secondaire, les propriétés naturelles. Voilà. Donc si le feu envahit le bois, il va changer la forme, ça devient des cendres, et les propriétés aussi vont changer en même temps, savoir les propriétés de cendres. Vous voyez que les propriétés suivent toujours l'essence, la substance. Donc ce sont des propriétés essentielles. Ces deux effets, changer la forme et les propriétés naturelles, sont liés indissolublement l'un à l'autre parce que la substance règle l'activité de l'agent extrinsèque et en détermine la sphère d'action et la force à s'étendre jusqu'aux réalités accidentelles qui sont la suite nécessaire de l'existence substantielle. Donc la substance règle l'activité de l'agent extrinsèque. Ça veut dire elle va déterminer cette activité. La montagne va subir l'activité des intempéries autrement que, par exemple, les plantes. Par exemple, les plantes vont mourir quand il y a trop de soleil, mais pas la montagne, elle va rester. Donc il y a une autre action. Donc l'activité de l'agent, dans ce cas-ci le soleil, est réglée par la substance, est déterminée, est limitée, est réglée par la substance de la chose. Donc la substance règle l'activité de l'agent extrinsèque, en détermine la sphère d'action. Hein. Donc la substance va faire en sorte que, qu'est-ce que va faire le soleil avec la montagne? Eh bien, elle va l'agrandir un petit peu parce que tout ce qui est chauffé devient un peu plus grand. Elle va aussi se chauffer, la montagne. Elle va venir plus chaud. Et c'est tout. C'est tout. Donc c'est assez limité. Donc c'est la pierre qui détermine ce que va avoir comme influence le soleil.
Donc c'est la substance de la pierre, par exemple, en montagne, qui règle l'activité de l'agent extrinsèque du Soleil. On détermine la sphère d'action, ça veut dire température et grandeur, c'est tout. C'est la sphère d'action du Soleil qui peut avoir sur la pierre, sur le rocher, et la force à s'éteindre jusqu'aux réalités accidentelles. Ah oui. Si le Soleil va, par exemple, agir pendant des siècles, ça va peut-être fadir la couleur de la montagne. C'est connu que le Soleil fadit la couleur. Donc, il va pouvoir. Donc, c'est encore la substance pierre qui va déterminer dans quel degré, sens, dans quel sens le Soleil peut changer, peut agir sur les réalités accidentelles, qui sont la suite nécessaire de l'existence substantielle. Forcément. Le fait que la pierre peut être chauffée, ça appartient à son être de pierre. À ce titre, elle influe sur son devenir. Donc la substance influe sur leur devenir, donc des propriétés, des réalités accidentelles. Et la causalité influe sur la causalité dont elle s'approche le plus sans toutefois l'atteindre. C'est ça la cause efficiente. Je vais reprendre la phrase. Donc la causalité dont elle s'approche le plus sans toutefois l'atteindre est la causalité efficiente. Donc pour autant qu'elle influe sur leur devenir. Donc la cause efficiente influe sur le devenir. Et c'est une causalité qui s'approche de la substance. Telle est la raison physique immédiate de la connexion mentionnée. La connexion entre la substance et les propriétés, donc les accidents nécessaires. Les propriétés qui vont agir finalement comme cause efficiente. Telle est la raison physique. Il en est une autre plus éloignée, tirée de la finalité intrinsèque des êtres corporels. La finalité intrinsèque. Dans le règne inorganique, donc non vivant, aussi bien que dans le domaine de la vie, tout être est appelé à concourir au bien de l'ensemble, donc du cosmos, du tout, par la mise en œuvre de ces énergies naturelles. Et nous savons que c'est le bon Dieu qui a réglé tout cela. Tout a été créé à sa gloire et au bonheur de ces créatures raisonnables. Donc tout concourt au bien de l'ensemble. Autant il répugne à la sagesse du Créateur de réaliser des êtres qui n'auraient point de destinée, autant il lui répugne de les laisser un instant sans les moyens indispensables pour l'atteindre. Voilà. Donc les moyens pour l'atteindre, ce sont justement ces propriétés qui font agir, qui font l'agir d'une certaine manière. Or, les propriétés, donc les accidents essentiels, les propriétés sont les principes immédiats d'action. Les propriétés de la pierre font qu'elle agit et réagit de telle façon. Les propriétés de l'arbre font qu'il agit de telle façon. Les propriétés sont les principes immédiats de l'action, sans lesquels l'énergie foncière
serait condamnée à l'impuissance. L'énergie foncière, parce qu'on suppose qu'il y a une énergie, si on peut parler d'énergie au sens large, hein. Dans toute chose, il y a une certaine énergie. Par exemple, l'arbre a une énergie, l'énergie de vie. Il a une certaine force pour croître, une énergie vitale. Et même pour se transplanter, et pour résister au vent, aux intempéries, etc. Il a même une énergie que s'il est confronté avec du feu, il peut chauffer. Le feu va utiliser le bois pour chauffer. Donc ça devient vraiment l'énergie au sens strict à ce moment-là. Donc le bois a quelque chose de fond, un fond d'énergie. Parce que sans bois, le feu ne peut rien faire. Si le bois n'a pas de sujet, il s'éteint. C'est la preuve qu'il doit chercher son énergie, lui, le feu lui-même, ailleurs. Donc il tire son énergie du bois. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans le bois. Parce qu'on ne peut pas en tirer ce qu'il n'y a pas dedans. Donc dans ce sens-là, au sens strict et au sens large, ici, Dr Ness parle d'énergie foncière. Donc je reprends la phrase. Les propriétés sont les principes immédiats d'action de toute chose sensible, sans lesquels l'énergie foncière serait condamnée à l'impuissance. La chose ne réagit pas sans. C'est impensable, parce que justement, c'est lié à l'essence de la chose, donc on ne peut pas concevoir quelque chose sans concevoir ses propriétés, à cause du lien essentiel. Donc c'est absurde. Il est donc impossible, voilà, que leur réalisation soit abandonnée aux caprices du hasard ou que leur connexion avec la substance soit contingente. Impossible. Donc c'est déjà impensable que quelque chose qui est essentiel ne soit pas là dans la chose qui a une essence. C'est déjà impensable, par définition. Mais c'est aussi absurde donc, de proposer ça, parce qu'alors ça ne va pas contribuer au bien de l'ensemble. Parce qu'il y aura l'impuissance. Alors ce serait une chose absurde, qui n'a pas de but, qui n'a pas de raison d'être, parce qu'elle ne fait rien. Elle ne cause aucun bien dans le tout. Et ça répugne, comme il vient de dire, à la sagesse du Créateur de réaliser des êtres qui n'auraient point de destinée. Chaque chose a une cause finale. Chaque chose est pour quelque chose. C'est très curieux. Il n'y a aucune chose qui n'a pas de but. Ça, c'est déjà magnifique. C'est déjà presque c'est finalement une preuve de l'existence de Dieu, hein, que chaque chose a un but. Quoi qu'en soit, une chose ne pourra pas avoir un but. C'est possible, mais ça n'existe pas en réalité. Il n'y a aucune chose qui existe qui n'a pas de but. Vous avez déjà pensé à ça, hein? Et le but, ça veut dire qu'il y a une connexion entre l'essence de substance et son agir pour. Et qu'est-ce qui a fait cette connexion? Ça ne veut pas venir des caprices du hasard, parce que le caprice du hasard fait que si on jette un dé, parfois c'est pair, parfois c'est impair. On ne peut pas jeter un dé pendant des milliers d'années et que ce soit toujours pair et jamais impair. Ça n'existe pas. Donc, si c'est vraiment, donc c'est déjà on arrive ici, justement, si on va à fond étudier les causes matérielles, formelles, et maintenant on touche à la cause efficiente et finale, on va toujours toucher à Dieu, on va toujours remonter à Dieu. La cause efficiente et finale, plus haute, la plus profonde. Nous revenons ainsi à la nécessité du fait dont la théorie thomiste nous a indiqué tantôt la cause prochaine. La cause prochaine, donc les causes. Les quatre causes, d'abord matérielle et formelle, ensuite efficiente. C'est très intéressant.
Si on touche aux propriétés, on touche à la cause efficiente, et si on touche à la cause efficiente, finalement, inévitablement, on touche à la cause finale. Mais pourquoi? Parce qu'on agit toujours pour quelque chose. Si on n'est pas motivé d'agir, on n'en agit pas. Voilà. Alors, j'ai parlé plus que presque 1 heure, donc je vais vous donner la possibilité de poser des questions. Bienvenue pour ceux que je n'ai pas encore salués. J'entends plus rien, dit Wilfried. Hein. Bon, effectivement, il faut une bonne connexion. Moi, j'ai préféré pour effectivement câble, parce que le Wi-Fi, quoique j'ai la meilleure connexion possible, selon la société d'Internet, encore j'ai des interruptions de Wi-Fi. Ça, je ne sais pas à cause de quoi. Peut-être à cause des voisins. Donc j'ai un câble et ça va très bien, sauf quelques interruptions de temps en temps. Donc je vous conseille, en tout cas, je vous conseille donc câble, et si vous avez quand même des problèmes, le cours sera relayé sur mon site Caturex. Donc quand vous allez fermer la connexion, vous allez avoir un lien, si tout va bien, vous allez être relayé sur mon site automatiquement. Alors, est-ce qu'il y a des questions là? Voilà, c'est la philosophie, hein, c'est assez sec et abstrait, quoique c'est encore assez abordable parce que c'est le début. C'est pas encore la métaphysique, hein, c'est la physique. Donc on parle encore des choses sensibles. Donc ça va encore. Pas de questions? Alors ça veut dire que tout est clair, tout simplement. Alors j'espère en tout cas. Sinon qu'il faut réfléchir. Pour réfléchir, c'est vrai que ça vient pas comme ça tout seul. C'est un travail à faire par soi-même. Alors on prend rendez-vous, si vous voulez bien, demain pour la spiritualité, la continuation de la spiritualité que je donne autant que possible chaque mardi. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.